Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups. Qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux. Mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets. Et il est temps que ça change. Abonnez-vous, des conseils gratuits, ça commence par là. Si le sujet vous intéresse, mais que vous n'avez pas le temps ou l'envie de gérer vos finances par vous-même, je vous suggère de prendre contact avec OTA Capital, qui sponsorise La Martingale. Leur métier est justement d'accompagner des gens comme nous dans la gestion de leur patrimoine privé ou professionnel. Il suffit pour cela de les contacter sur lamartingale@ota-capital.com ou en tapant directement OTEA sur votre moteur de recherche préféré. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Martingale. Je suis aujourd'hui avec Angélique de Langzin, qui est donc la cofondatrice de Ideal Wine. Bonjour Angélique. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de te rencontrer, c'est la première fois qu'on se voit. Aujourd'hui, on va parler de pinard, on va parler de vin, on va parler de grand vin. De grand vin. Alors on peut pas qualifier ça de pinard peut-être. De grands crus, de grands crus classés, de plein de choses. Et toi tu connais bien ça parce que tu es donc la cofondatrice de Ideal Wine, qu'on prononce selon qu'on est français ou étranger, Ideal Wine ou Ideal Wine. Je vais l'épeler, ça sera peut-être plus simple, c'est IDEAL et Wine WINE. Et puis si on rajoute .com, on arrive sur le site. Sur le site, absolument. Qui est une société que tu as cofondée en 2000. Oui, tout à fait. On est mes deux associés et moi, Cyril Joman et Lionel Coinca, des dinosaures du web. J'ai pas osé le dire, tu remarqueras. Puisque effectivement, nous sommes tous les trois sortis de la bourse de Paris de Ronext pour créer ce qui est devenu en fait une forme de bourse des vins qui permet aux amateurs d'acheter, de revendre, de coter, d'estimer leur cave. Ah, c'est drôle. Donc, vous aviez vraiment ce parcours de cotation, de bourse oui, à l'origine. Oui, absolument, parce que en fait, à l'époque, donc il y a maintenant pas loin de 20 ans, il existait très peu de référents, voire pratiquement aucun référent en matière de prix pour le vin. Et ça nous a semblé, avec notre expérience boursière, ça nous a semblé absolument manquer sur le marché, et notamment pour les amateurs. Tu retrouves une bouteille au fond de ta cave et tu ne sais pas combien elle vaut, si elle est encore bonne à boire et si elle peut éventuellement avoir une valeur à la revente. Il y a 20 ans, c'était virtuellement impossible de trouver son prix. Aujourd'hui, la cote des vins que nous avons créée permet effectivement de valoriser les vins. C'est vraiment important pour la cote des vins qu'elle soit bonne à boire, ou il y a des vins finalement on s'en fout? Alors il y a des vins qui sont vraiment des vins de collection, surtout des millésimes de collection. Beaucoup de gens viennent acheter, notamment dans les ventes aux enchères qui sont proposées sur la plateforme, viennent acheter des millésimes qui correspondent à des anniversaires, des années de naissance. Alors dans ce cas-là, quand on a envie de faire un cadeau, il y a l'aspect sentimental d'offrir une année qui correspond à une année de naissance ou une année anniversaire. Et là, l'aspect gustatif peut passer sur un second plan. D'accord, oui. Oui, on y viendra. Alors, on va venir sur les valeurs de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est quand je préparais donc cet épisode et que je disais, alors soit à mes précédentes invités ou que je préparais un épisode sur le vin, à chaque fois la question était: est-ce qu'on parle des vignobles ou est-ce qu'on parle du vin? Donc il y a des bouteilles, voilà. Et il y a donc, si je comprends bien, deux types d'investissement dans le vin. On peut investir dans de la terre, dans de la vigne, et investir dans du produit fini, des bouteilles, c'est ça? Absolument, oui. On peut évidemment acheter un vignoble, beaucoup. D'ailleurs, beaucoup de personnes issues du monde boursier ou financier se sont reconverties en se découvrant une passion pour le vin et pour la vigne en rachetant un vignoble. Bon, évidemment, ça suppose des moyens importants selon la région dans laquelle on investit. Après, on peut aussi choisir de prendre des parts d'un vignoble, ce qu'on appelle les GFV. Et là, l'investissement est bien moins important. On se salit moins les mains. Et on est un peu moins impliqué effectivement, et on peut être rémunéré d'ailleurs en bouteille. C'est aussi un aspect assez sympathique de ce type d'investissement. Et puis après, on a aussi des investissements complètement dématérialisés dans des sociétés qui proposent des caves packagées. Et là,
on n'a pas vraiment de maîtrise sur le choix qui est opéré. Et puis le dernier choix, c'est de le faire soi-même. Et ça, c'est ce que nous proposons nous, à nos clients, c'est-à-dire que nous leur proposons tous les outils qui leur permettent d'investir eux-mêmes et de réaliser la cave vraiment sur mesure qu'ils souhaitent. D'accord. Là, on est vraiment donc sur cette deuxième partie qui est plus investir dans des bouteilles. Et voilà, c'est vrai que il y a plein d'épisodes qu'on pourra faire plus tard sur notamment des possibilités. Alors toi, tu parles de GFV. Il y a plein aujourd'hui dans du participatif. J'ai l'impression de possibilité d'acheter une vigne à la vigne. J'avais acheté comme ça moi sur une plateforme qui malheureusement je crois n'existe plus, donc j'ai jamais eu le produit de mon chêne truffier. Oui. Donc voilà, et j'avais acheté des truffes en l'occurrence. Je vois très bien ce produit, j'avais été très tentée aussi. Voilà, t'as bien fait. Et je connais très bien l'un des fondateurs en l'occurrence. Donc voilà. Alors la question évidemment c'est comment est-ce que je fais fortune dans le vin, quoi. Alors faire fortune. Je sais pas, en fait, on dit que... Non, mais attends, notamment, je peux pas appeler ce podcast la martingale. À chaque fois, mes invités me disent, mais non, mais on peut pas dire ça. Ok, je vais être patient. Mais j'en ai vu qui ont fait des très belles plus-values sur leur cave, et on en voit d'ailleurs très régulièrement. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le premier point, c'est que ça n'est pas un placement de court terme. Donc, il faut pas imaginer qu'en 3 à 5 ans, on va faire fortune. Mmh. Ceux qui ont fait fortune, enfin ceux qui ont enregistré de superbes plus-values en revendant leur cave, sont des gens qui s'occupent de leur cave depuis 20, 30 ans. Donc, et qui, alors deuxième point très important, c'est que c'est pas un placement de néophyte. C'est vraiment pas un placement qu'on fait en se disant tiens, je vois le prix des vins qui ne cesse d'augmenter, forcément ma cave va se valoriser dans le temps quoi que je fasse. Bon, ça demande de faire des choix, de vraiment regarder où on met les pieds. C'est pas tout n'est pas gagnant facilement parce que ça s'appelle grand cru ou grand cru classé. À aujourd'hui d'ailleurs, nous ce que l'on constate, c'est que c'est plutôt dans les régions alternatives, dans les régions qui sortent des sentiers battus, que l'on voit les plus jolies plus-values avec des domaines qui il y a encore quelques années étaient totalement inconnus, voire n'existaient pas d'ailleurs. D'accord. Et ça, c'est dû alors à des effets de marché, j'imagine. J'ai eu l'impression que, par exemple, il y a eu des gros impacts, notamment de la Chine par moment, qui sont moins. Les Chinois sont moins à fond sur le vin français ou aussi. Ouais. Si. L'impact de l'Asie a été colossal sur le marché. Avant ça, il y avait eu l'impact des États-Unis. Il faut savoir déjà, c'est quand même un motif de fierté, c'est que nos vins français sont une référence mondiale pour l'amateur. Où que l'amateur se situe dans le monde, le vin français reste vraiment une sorte de Graal. Donc à partir des années 80-90, les vins français sont devenus très connus aux États-Unis grâce à Robert Parker, ce critique américain qui était un amoureux de nos grands vins français et qui savait très très bien les décrire, les noter. On parle du guide Parker notamment. Le fameux guide Parker, et les notes de Parker étaient vraiment attendues. C'était extrêmement important pour un domaine d'avoir une belle note. Donc ça a contribué à faire éclore sur le marché américain les grands vins de Bordeaux et les grands vins de la vallée du Rhône, tout particulièrement parce que il les aimait vraiment beaucoup. Ensuite, dans les années 2000 et surtout à la fin des années 2000, vous avez l'Asie qui a pris le relais. On a eu l'opportunité de voir la place de Hong Kong s'ouvrir au vin. Hong Kong a supprimé les taxes d'importation en 2008 et ça a créé un véritable appel d'air vers l'Asie. Donc Hong Kong est devenu le hub d'entrée en Asie de tous les grands vins du monde entier, d'ailleurs pas uniquement les vins français. Mais c'est à partir de ce moment-là que effectivement la Chine s'est passionnée pour nos vins. Ça a commencé par les vins de Bordeaux. Aujourd'hui, c'est plus centré sur parce que le Chinois cherche des vins avant tout le vin que son voisin n'aura pas. Donc les Chinois cherchent des vins rares et la rareté, on la trouve aujourd'hui plus en Bourgogne. Donc ils sont très focalisés sur les vins de Bourgogne, mais plus généralement sur tous les petits vignobles pointus, très qualitatifs. Aujourd'hui, les Chinois cherchent vraiment de façon assez large des vins qui sont rares, des vins qui sont très bien notés. Le vin est devenu un produit de luxe, donc les très grandes étiquettes dans des beaux millésimes restent très très recherchées, y compris à Bordeaux d'ailleurs. Et pourquoi ils cherchent du vin, ces Chinois, pour le boire ?
Absolument. Alors, on a déjà Hong Kong. Question con, hein, quand même. En soi, Pas on peut du se dire, tout. mais justement par rapport au sujet, on se dit. Non, mais... Bien sûr, on est dans une émission sur l'investissement, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir l'idée que les Chinois achètent du vin pour différents motifs. Mais d'ailleurs, les uns ne sont pas forcément incompatibles. Enfin, ils sont pas incompatibles entre eux. Oui, le vin est devenu un produit de luxe, donc à ce titre, c'est un signe extérieur de réussite. On a une belle voiture, on a des grandes bouteilles dans sa cave, on offre des grandes bouteilles. Ça a été un énorme motif d'achat de la Chine jusqu'à la fin des années 2000. C'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais c'est aussi un produit que l'on boit. On a un bureau à Hong Kong et je peux te dire que nos clients de Hong Kong qui achètent de très très grandes bouteilles à des niveaux de prix qui nous paraissent parfois astronomiques, les achètent pour les boire et les ouvrent et les réseaux sociaux s'en font l'écho et on n'est pas du tout dans un cas de spéculation pure. Alors il y en a peut-être certains qui ont des objectifs plus financiers, mais encore une fois, je pense que ça n'est pas incompatible d'acheter une très belle bouteille en se disant je vais peut-être la boire, mais si je ne la bois pas, j'ai l'assurance que j'achète un très beau produit qui se revendra bien avec une plus-value. Alors il y a en plus là-dedans toute une série d'intermédiaires qui eux ont probablement une approche. J'avais un copain qui habitait en Angleterre et qui lui vendait des vins en Chine. Et si je me souviens bien, d'ailleurs lui-même n'achetait pas ses vins aux producteurs, il les achetait déjà à des brokers. Donc il y a toute une série de personnes qui, j'imagine, spéculent un minimum, donc qui font qu'en fait, il y a dans cette chaîne de valeur, il y a vraiment une sorte d'inflation qui se crée entre le producteur et le consommateur final. Oui, alors d'autant plus que les Anglais sont vraiment ceux qui ont inventé le commerce du vin. D'accord. Donc depuis plusieurs siècles, c'était sur la place de Londres que transitaient la plupart des grands vins français. Encore un truc qu'on s'est fait piquer par les Anglais. Alors le Brexit est un petit peu en train de changer la donne. D'accord. Mais les Anglais sont extrêmement pragmatiques et ils s'adaptent. Et ils ont tous un pied en Asie aussi. Et donc aujourd'hui, le marché du vin, il est vraiment mondial. Oui, il y a des intermédiaires, mais ils sont nécessaires. Ils identifient aussi les vins qu'ils vont ensuite proposer à leurs clients. Tout ça, c'est un marché qui s'organise. Pour finir sur la consommation de vin en Chine, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, en Chine, vous avez 75 millions de Chinois qui boivent du vin. Donc, on parle d'un marché très important. Je croyais que tu allais me dire que vous avez 75 millions de Chinois qui sont millionnaires, ce qui doit pas être loin d'être la vérité. Non, mais c'est peut-être quelques millions en tout cas. Et du coup, ça change aussi la donne parce que les pouvoirs d'achat, les milliardaires chinois, je crois qu'il y en a un nouveau toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est hallucinant. Donc du coup, évidemment, ça change évidemment. Ça change la donne. Tous les produits de luxe, ouais. Oui. Et puis le dernier point, c'est que la Chine elle-même, j'imagine que tu sais que la Chine elle-même commence à produire du vin dans des proportions importantes et de très bons vins. Souvent d'ailleurs sous les conseils d'œnologues français. Et donc ça crée une demande qui n'existait pas parce que c'était pas dans les pratiques culturelles des Chinois jusque-là de boire des vins. Donc aujourd'hui, ça se répand aussi par le fait que la Chine produit ses propres vins. Alors du coup, en effet, tout à l'heure quand tu faisais cette remarque des grands crus ou grands crus classés qui étaient pas forcément là où on a fait le plus en tout cas qu'on pris le plus de valeur sur ces dernières années, décennies, ça peut sembler un peu logique parce que c'est déjà ceux qui sont sous le feu des projecteurs. Donc on peut se dire que finalement, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais intérêt à acheter des bons vins chinois ou des bons vins australiens ou alors les États-Unis, je crois que c'est déjà monté, mais c'est où le coin des bonnes affaires? Alors quand on regarde, nous chaque année on dresse une photographie de l'état du marché. En publiant. Je rappelle que quand même, là par exemple, je regardais tout à l'heure, si je veux savoir le prix d'un Claude Vougeot 98, oui. Je tape sur Ideal Wine Claude Vougeot 98 et puis j'ai tous les prix, les détails, etc. Donc vous cotez tout ça. Absolument. Par rapport, parce que tu vas nous parler des prix justement, mais par rapport à quoi c'est coté tout ça? Alors, ce sont les résultats de vente aux enchères.
En fait. D'accord. Donc c'est vraiment une confrontation totalement objective de l'état de l'offre et de la demande qui nous permet de savoir à quel prix a été vendu ce Clos Vougeot. Tu les récupères où Alors nous-mêmes, nous sommes D'accord. une plateforme, nous sommes le de principal acteur des ventes aux enchères en France, avec un tiers du marché des enchères de vin qui passent par notre plateforme. Et pour compléter notre base de données, nous récupérons tous les résultats des principales ventes aux enchères qui se déroulent en France et elles sont intégrées dans une base de données. D'accord. Donc la cote, elle est recalculée toutes les semaines. Et les ventes aux enchères, elles se passent comment ? Alors les ventes aux enchères, les ventes aux enchères en France, elles se passent un petit peu dans toutes les grandes villes françaises. Il y a des ventes régulières. Ouais. Et sur Ideal Wine, en fait, ce sont des ventes aux enchères 100% digitales, 100% en ligne, et ce qui a pour intérêt de drainer une clientèle qui est mondiale. On a 60 pays qui achètent sur cette plateforme. D'accord. Dont l'Asie, qui est un gros acteur, gros acheteur. Et du coup, j'avais l'impression qu'à un moment, sur les ventes aux enchères, en tout cas offline, on pouvait faire des espèces d'énormes coups. Alors moi, j'ai grandi, mes parents avaient une maison qui était littéralement... notre voisin était un commissaire-priseur avec une maison de vente aux enchères. Donc du coup, je passais vraiment ma vie là-bas. Je rêvais d'être... bien. Voilà. Et en effet, il y avait quand même des bons coups à faire. Mais souvent, quand même, quand il y a une vente de vin, il y a, comme les ventes d'antiquités, il y a quand même tous les experts de la région qui débarquent, quoi, non ? Alors, il y a évidemment la communication qui se fait aujourd'hui autour du vin, qui draine énormément de monde. Pour autant, ce que nous constatons, et moi-même je suis ça d'assez près parce que j'ai des vins que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle des creux de vente. Donc il peut y avoir des moments où on va avoir des prix qui vont rester stables pour des raisons qu'on n'identifie pas forcément. Donc c'est aussi pour ça que nos clients sont très à l'affût. On a des gens qui viennent tous les jours sur le site regarder un petit peu quelles sont les nouvelles ventes qui démarrent, où en sont l'état des enchères. On a la possibilité sur le site de surveiller un certain nombre de lots, enfin tous les lots qui nous intéressent pour les suivre jusqu'au dernier moment, parce que ça c'est aussi une pratique assez répandue qui est de passer ses enchères à la dernière seconde pour essayer de... Ça me rappelle mes belles années eBay, ça. C'est exactement ça. Vraiment un côté jeu ludique qui plaît d'ailleurs énormément à l'Asie. Et là-dessus, donc je peux aussi typiquement surveiller, je vais rester sur ce Clos Vougeot et dire je veux avoir des alertes dès qu'il y a un Clos Vougeot qui passe chez toi. Absolument. Ou 97 ou voilà, okay. un vin que tu as particulièrement apprécié, tu peux placer une alerte sur ce vin dans ce millésime ou dans une série de millésimes ou dans tous les millésimes si tu veux vraiment à tout prix le suivre, et tu seras alerté automatiquement par email dès que le vin sera proposé à la vente. D'accord. Donc pour revenir à cette question, alors au-delà mais si je dois prendre une carte mondiale, et après on viendra peut-être sur la France ou sur des crus, tu me diras, mais c'est quoi les tendances? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que j'achète? Mais si, un peu aussi. Oui. Alors, en fait, nous, c'est ce que je commençais à dire. Chaque année, nous dressons une photographie du marché pour voir un petit peu ce que les gens achètent, ce qui s'est vendu donc en 2018. Et ça donne une bonne indication, je trouve, de la répartition qu'il faut mettre des vins qu'il faut avoir dans sa cave. Ce qui s'est vendu en 2018, c'était la cave type, c'était 45% de vin de Bordeaux, un petit peu moins, 30% en valeur de vin de Bourgogne, 11% de vin de la vallée du Rhône, et tout le reste, c'est-à-dire à peu près 20% de vins de toutes les autres régions, y compris les vins étrangers. Du Coteau d'Aix. Alors Coteau d'Aix, c'est pas forcément, mais il y en a quelques-uns. Je peux t'en citer. On est à l'approche de l'été, tu vois, je me suis enflammé, mais mince. Alors dans les vins, si tu penses au vin rosé, ouais. Là je n'en vois qu'un qui est un vin absolument merveilleux, qui a une capacité de vieillissement extraordinaire, qui est le Château Simone à Palette. Et donc celui-ci, on pourrait l'assimiler à un vin de placement si on veut, mais enfin moi je trouve ça dommage de l'envisager juste sous l'angle du vin de placement parce que c'est tellement bon. C'est ça le problème quand même. Oui. C'est ça, il fallait forcément que j'y vienne, hein, mais quand même dans le vin, c'est de se dire
j'achète des bitcoins, j'achète même des actions totales en fait. J'ai des actions totales quoi. Tu vois, c'est super. Enfin bon, je peux pas mettre des actions totales dans mon réservoir. Tu vois, a priori, sachant que le pinard, enfin le vin, on peut quand même rentrer assez vite dans la tentation de faire n'importe quoi. Ou de le boire, pas n'importe quoi. Mais moi, je pense que c'est précisément le motif numéro 1 d'achat, c'est qu'il faut choisir des vins qu'on a envie de boire un jour. Alors ça, c'est la fameuse phrase je ferai un épisode sur l'art aussi. Quand on fait de l'art et qu'on dit à quelqu'un, un galériste ou quelqu'un dire qu'est-ce qu'il faut que j'achète, la réponse est toujours faut acheter ce qu'on aime. Oui, super, mais bon, c'est vrai, je suis d'accord, mais il faut se faire plaisir. Oui, mais il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on dit ça. En tout cas, dans le domaine du vin, dans le domaine de l'art, c'est un autre sujet. Dans le domaine du vin, pourquoi on va faire attention et on va choisir des bouteilles qu'on a envie de boire un jour? C'est parce que ça va nous amener à quoi? Ça va t'amener à chercher, à te renseigner, à goûter, à peut-être le jour où ton palais va s'affiner, il est peut-être déjà très affiné, tu vas avoir peut-être la capacité à identifier un peu avant tout le monde les domaines qui montent et dont la réputation ne va cesser de croître et donc les prix ne vont cesser de s'apprécier. Et donc ça, c'est vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que je disais que c'est pas un placement de néophyte. C'est que parce que moi j'aime le Boulawan et le Cotodex, quoi, tu vois. Non, je rigole. Je ferai pas de commentaires. Mince. Non, j'aime d'autres vins. Après, il y a des occasions dans le Boulawan. Il y a des occasions de dégustation qui peuvent justifier tout à fait de goûter ces vins-là. Et puis, il y a des envies, il y a des occasions, il y a des moments un peu plus précieux, rares, dans lesquels on a envie d'ouvrir des plus grandes bouteilles. Et puis, on a aussi des gens avec lesquels on va partager ces vins. Et donc, on a envie de choisir aussi les vins en fonction de ça. Non, je suis d'accord. On a donc ici on est chez Cosa Vostra, qui est une agence digitale. On travaille pour des clients. On a un ou deux clients très prestigieux dans le vin, voire parmi les plus grosses maisons françaises. Et je dois dire que on a une partie de notre prestation qui nous est payée en vin et tout est officiel dans mes comptes, etc. Il n'y a pas de rien sous le manteau et honnêtement, on a cette chance finalement de récupérer quelques belles bouteilles et c'est assez chouette. Non, mais en fait, quand je parlais des gens qui avaient fait de très belles plus-values, c'est exactement ça le profil. Ce sont des gens qui sont des amoureux du vin, des amateurs de vin. Et alors ça, c'est aussi un des travers. C'est quand tu es un passionné, un amoureux du vin, tu achètes trop. En fait, tu te prends de passion pour un domaine, un producteur que tu as rencontré, dont tu as visité le vignoble, tu achètes du vin, tu en achètes trop. Et les années venant, ta cave devient, il y a plus de place. Ta vie change, tu déménages. Souvent, c'est un moment où les gens arrivent à un âge de la retraite et ont besoin de libérer quelques disponibilités financières. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on s'aperçoit que cette personne avait opéré de très bons choix parce qu'il avait cherché, il avait vraiment investigué. C'est l'histoire de mon père, ça, en l'occurrence. C'est vrai qu'il a beaucoup trop de vin et aujourd'hui, alors il le revend pas. Il pourrait d'ailleurs, j'imagine, mais en effet, je connais quelques personnes. Alors le drame dans tout ça, c'est qu'il y en a certains qui ont beaucoup de vin et qui se font tout piquer aussi. Ça, c'est quand même des choses. Les visites de cave à Paris et ailleurs, c'est quand même un drame. Alors ça, c'est un vrai sujet, effectivement. Enfin, il y a différentes considérations à prendre en compte quand on veut faire du vin un placement. Bien sûr, la sécurité. Donc ça, c'est clé. C'est dramatique à Paris ou ailleurs d'ailleurs. Mais c'est vraiment un élément très très important. Et donc à la clé de ça, d'ailleurs, il faut bien regarder au niveau des assurances ce qu'on peut faire, parce qu'on peut faire assurer une cave. Il faut effectivement garder les vins dans d'excellentes conditions. Alors, ce qui est compliqué, c'est que les excellentes conditions, c'est d'avoir une cave à bonne température, mais aussi avec un niveau d'humidité important pour que les bouchons ne sèchent pas et que le vin ne s'évapore pas. Le problème, c'est que ça, c'est normalement incompatible avec l'idée de garder une étiquette en bon état. Donc, si on a une cave bien humide, ce qui est formidable, il faut pas hésiter à filmer les bouteilles avec du film alimentaire transparent, parce que comme ça va protéger l'étiquette des attaques de l'humidité. Et ça, quand on revend des vins, notamment en Asie, les Asiatiques aiment avoir des étiquettes nickel
quand bien même le vin a déjà 30 ans. Donc ça, c'est extrêmement important à considérer. Je savais pas ça du tout. D'accord. Après, faut-il garder les vins dans les caisses bois? A priori, ils sont mieux aérés s'ils sont sortis des caisses, mais sur des très grandes bouteilles, ça se revend bien en caisse. Donc l'idéal, ça veut dire qu'on peut... Ah oui, on retourne les caisses du coup. C'est d'avoir la place de stocker ces caisses à un endroit et d'enlever les bouteilles pour les laisser dans les meilleures conditions possibles. Parce que normalement, il faut les retourner en plus les bouteilles, non? Il y avait pas des histoires de non? Non, ça c'est pas. Après, c'est vrai qu'il faut en tout cas surveiller les bouchons. Il faut que le vin imbibe toujours le bouchon. Comme ça permettra il faut pas garder ces bouteilles à la verticale parce que le bouchon a d'autant plus de chances de sécher. Voilà, ça fait partie vraiment des éléments de base très physiques pour la constitution d'une cave. Un autre élément très important est de bien choisir des millésimes de bonne garde, parce que parfois, ce que l'on constate aussi, c'est que des gens qui ont de très belles caves n'ont pas forcément surveillé l'évolution des vins. Un vin qui atteint son apogée, sa maturité, ça correspond aussi à l'apogée du prix. Et ensuite, une fois qu'on a dépassé cet apogée, la courbe du prix va redescendre. Et ça, c'est dommage. Donc, il faut aussi bien surveiller ça. C'est d'ailleurs une des choses que l'on constate souvent, c'est que les gens ont constitué une cave à un moment donné de leur existence où ils se sont dit, voilà, je vais me faire une cave. Et ils ont acheté tous les vins dans les mêmes millésimes. Et donc, quelques années après, tout est à boire. Donc, soit tu organises une grande fête et tu ouvres toutes les bouteilles, soit il faut en vendre certains pour faire vivre la cave. En fait. Et c'est ce que font souvent les gens aussi. On demande régulièrement, mais c'est quoi les motifs de vente? Celui-ci en est un important, c'est-à-dire que j'ai tout mon vin est à boire. Donc je vais en vendre une partie, je vais racheter des millésimes plus récents et je vais gérer ma cave. D'accord. Un autre motif, c'est les goûts qui évoluent. Souvent, on commence par acheter tous les vins dans une même région. Ouais. On commence souvent le plus facile, c'est de commencer par les vins de Bordeaux, parce que c'est ceux qui sont les plus lisibles, c'est très bien structuré en grand cru, appellation, classement, etc. Et ensuite, les goûts peuvent évoluer. On a envie de découvrir d'autres régions, donc on va revendre certains Bordeaux pour acheter et découvrir d'autres régions. Mince, moi qui croyais que j'étais unique, je suis comme tout le monde en fait. J'ai commencé par le Bordeaux, puis aujourd'hui je suis surtout les Pinots noirs, et puis j'aime les vallées de la Loire. Alors ça, c'est un signe de sagesse. Souvent, le Pinot noir, souvent c'est un signe de maturité. C'est bien. Les côtes de nuit, ça c'est mon trip. Haute côte de nuit. Ça, le gros problème, c'est que le monde entier se passionne pour la côte de nuit. Ouais, j'ai vu les prix flamber en effet ces dernières années. Et oui, et dans les sujets autour de tout ça, il y a quand même pas mal d'autres choses. Donc on a parlé un peu de vol, d'assurance, de choses comme ça. Tu parles aussi de conservation. Oui. Alors j'ai deux questions parce qu'après il y a aussi la question le contrôle qualité, c'est-à-dire comment je sais que ce que j'achète a été bien conservé. Parce que pour moi, néophyte, j'en saurais rien. D'une part, et d'autre part, comment je sais que ce que j'achète n'est pas du vinaigre en fait. Oui. Alors, le premier point de la conservation, c'est vrai que c'est quelque chose que nous suivons de très très près dans le cadre pour nos clients qui revendent leur cave. On a une équipe de spécialistes qui tourne en France, en Belgique, au Luxembourg pour aller chercher les caves des clients qui souhaitent les vendre, et donc ça nous permet d'évaluer les conditions de stockage. Mais pour revenir au point précédent, en fait, ce qu'on constate la plupart du temps, c'est que la personne qui décide de démarrer une cave et de se faire une jolie collection de vins, c'est un petit peu quand on va avoir un bébé, on commence par préparer la chambre et pour accueillir au mieux l'enfant. La cave, ça fait partie du plaisir de la création d'une cave, de la constitution d'une cave, c'est d'aménager l'endroit qui va permettre d'accueillir de belles bouteilles dans les meilleures conditions. Et finalement, c'est assez rare, en tout cas en France. Après, dans d'autres pays, nous n'acceptons pas de cave asiatique, par exemple. Les conditions, enfin, on n'aurait pas la possibilité d'aller chercher ces caves, les expertiser, le cas échéant, refuser des bouteilles, ce serait trop compliqué sur le plan logistique. Donc on prend des caves qui sont proches de là où nous sommes et ça nous permet vraiment d'évaluer ça. Et c'est finalement extrêmement rare. Quand on fait une belle cave, on va pas conserver les vins à la température ambiante pendant 20 ans. Ce serait vraiment trop dommage. Donc ce point-là, je m'attendais à ce que ce soit vraiment un problème et en réalité, c'est pas du tout le cas. D'accord. Sur le fait de savoir si on a du vinaigre, si le vin n'est plus bon, voire si le vin est bouchonné, c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose que l'on peut évaluer, nous, sauf
un très vieux vin qui serait complètement déstructuré avec une couleur très claire en haut et toute la lie au fond. Bon là, évidemment, on sent bien que le vin il est plus en très bon état. Donc c'est quelque chose que nous ne pouvons pas garantir. Ce que nous pouvons en revanche garantir, c'est l'authenticité. Et ça, on a un certain nombre de moyens de vérification et notamment toute la banque d'images que nous avons constituée en photographiant toutes les bouteilles qui passent entre nos mains depuis près de 20 ans maintenant et qui nous permet de nous assurer que telle étiquette correspond bien à l'année du vin, tel signe de marquage que le domaine a mis en place pour authentifier ces bouteilles est bien présent sur la bouteille dans le millésime donné. Donc ça fait partie des éléments de connaissance que nous avons. Et d'ailleurs, quand on a un doute, on le vérifie d'ailleurs auprès de la propriété. On est en contact avec la plupart des grands domaines pour vérifier quand on a des doutes. Après, alors si le vin est bouchonné ou de vinaigre, évidemment là on rentre dans une relation commerciale en fait avec le client. Donc on essaye toujours de trouver le moyen d'indemniser la personne ou de compenser la déception qu'a ce client. Parce que ça fait quand même partie des craintes pour rentrer dans ce marché a priori. On en a parlé ici, j'achète du Bitcoin ou j'achète des actions Total ou même un bien immobilier. A priori, le bien immobilier il est là. Il peut être fébrile, hein. Il peut y avoir des fondations qui sont pas terribles, mais on aura toujours au moins la surface au sol. Le vin, une des grosses craintes finalement quand on n'y connaît rien ou quand c'est d'acheter un faux, une étiquette qui a été recollée, quoi. Ça, il y a eu des scandales, il y a eu quelques petites choses. Oui. D'où l'importance effectivement d'acheter auprès d'opérateurs qui s'engagent à vérifier, à authentifier. Et ça, nous dans ce domaine, on est très à la pointe en matière d'expertise et de contrôle. Je pense aujourd'hui qu'un faussaire n'aurait pas l'idée de passer par nous s'il souhaitait écouler des bouteilles. C'est en fait finalement ces plateformes un peu similaires à ce qui se fait dans d'autres univers dans le luxe. Oui. Je pense à des vestiaires collectifs ou des gens comme ça qui vont authentifier des sacs Vuitton pour dire oui, c'est un vrai sac Vuitton, quoi. Absolument. Donc le faussaire n'ira pas proposer à ces plateformes qui contrôlent. En fait, il ira plutôt sur des plateformes qui proposent la vente strictement entre particuliers. Sans des foires au coin de la... Absolument, absolument. Donc on a cet aspect-là et on va même aller un petit peu plus loin. Tu parles de Bitcoin, c'est pas exactement avec cette monnaie que nous allons travailler, mais effectivement on va proposer des systèmes de marquage en utilisant les technologies de la blockchain pour permettre à nos amateurs et aux acheteurs potentiels de vérifier toutes les informations d'expertise et d'authentification qui auront été menées sur les bouteilles les plus chères. D'accord. C'est vrai que c'est assez passionnant, hein, parce qu'on voit le vin sous un autre angle, du coup, en faisant ça. Il y a plusieurs points que je vois, alors qui reviennent au fur et à mesure de mes épisodes. C'est notamment que je pense, comme tu le disais, il faut pas rentrer d'un coup sur le marché. Le mieux, c'est d'acheter, 40 bouteilles par an ou je sais pas combien en fonction de ce que tu bois aussi, mais de te dire j'achète au fur et à mesure des années. Là-dessus, justement, quand tu aimes bien quelque chose, je peux contacter directement le producteur, lui dire je voudrais que tu me livres 12 bouteilles tous les ans. Enfin, comment je peux faire pour avoir quelque chose qui me prend pas trop de temps et où finalement tu vois ce que je veux dire? Oui. Je peux rentrer sur un marché assez simplement. Alors c'est pas si simple que ça sur les grands crus. Tu évoquais la Côte de Nuit qui aujourd'hui fait l'objet d'une demande mondiale. Ces domaines ont une liste fermée de clients, donc des allocataires. Donc c'est très compliqué en fait de rentrer sur cette liste d'achat. Beaucoup de restos, j'imagine, ou de même pas des particuliers, des restaurants, et puis il y en a une très grosse partie qui est destinée à l'export. Donc c'est extrêmement difficile, voire impossible aujourd'hui de rentrer dans les plus grands domaines. Du coup, c'est vrai que ce système, cette plateforme, je ne veux pas faire de publicité pour nous particulièrement, mais en tout cas, les enchères sont un moyen d'accéder à un certain nombre de domaines très confidentiels pour lesquels les allocataires qui ne veulent pas perdre leur allocation acceptent tout ce que le domaine veut bien leur vendre d'une année sur l'autre, mais n'ont pas forcément les moyens financiers de tout garder. Et donc, pour certains d'entre eux, ils en cèdent une partie.
Avant même que ce soit, parce qu'il y a le système des primeurs, hein, c'est ça, non? Alors les primeurs, c'est surtout à Bordeaux. Enfin, c'est vraiment c'est Bordeaux qui a inventé le système des primeurs. Là, je parlais plutôt des domaines de Bourgogne. Dans les autres régions, il n'y a pas ce système des primeurs ou de façon vraiment très très ponctuelle dans certains domaines. Je rappelle, hein, c'est que tu achètes avant même que le vin absolument soit produit. Oui, alors le principe des primeurs à Bordeaux, c'est que les vins sont dégustés, les vins d'une année, donc les vins récoltés au mois de septembre, octobre, vont être dégustés l'année suivante en avril. Les commentateurs, dégustateurs, journalistes du monde entier vont donner des notes à ces vins. Et à partir du mois d'avril-mai, donc là on est en plein dedans, par exemple pour le millésime 2018, les propriétés vont proposer des prix de vente en primeur. Donc le vin n'est pas du tout encore prêt à boire, enfin non seulement pas prêt à boire, mais il est même pas encore mis en bouteille. Donc on achète un futur. En fait, on achète à partir donc du mois de mai-juin et on va être livré des bouteilles en fonction de la durée d'élevage du vin et le temps que le vin va encore avoir besoin de passer dans les chais. On va être livré au bout de 1 an, 2 ans, voire un petit peu plus pour les vins de Sauternes qui parfois sont élevés plus longtemps. Et donc on reçoit le vin en bouteille à l'issue de cette période. Théoriquement, le vin est censé s'apprécier en termes de prix entre le moment où on l'a acheté en primeur et le moment où on va être livré. C'était d'ailleurs ça le deal de départ, c'est-à-dire que la propriété n'avait pas forcément les moyens financiers de porter tout son stock de vin de la récolte qui était passée, et donc elle proposait un prix assez attractif aux amateurs pour l'accompagner pendant toute la durée de l'élevage. Pour être cash flow positif ou au moins pas creuser trop exactement. Cette réseau, ouais. Notoriété croissante des vins de Bordeaux aidant, les propriétés à un moment se sont dit mais je vois pas pourquoi je devrais octroyer un écart très très important entre le prix de vente en primeur et le prix en livrable, et donc les prix des primeurs ont beaucoup augmenté à la faveur de très beaux millésimes aussi, hein. Il faut dire que le vignoble enchaîne les très grandes années. 2018 en est une d'ailleurs, et du coup les prix ont beaucoup augmenté, ce qui fait que l'intérêt d'acheter en primeur est un peu moins important qu'il n'a pu l'être dans les années 90, au début des années 2000. D'accord. Mais pour autant, sur des vins, sur des propriétés qui ont des productions qui sont pas forcément très importantes en volume, ça reste intéressant parce que c'est une façon de se positionner, d'être certain d'en avoir. Et pour revenir sur ma question de tout à l'heure, on parlait donc qu'est-ce que j'achète? Donc tu disais 40% de Bordeaux, 30% de Bourgogne, c'est ça? Et puis après 11% de Rhône et voilà. Le reste dans toutes les autres régions. Oui. C'était avant qu'on parle de Boulaouane, c'est ça. Du coup, je suis parti sur autre chose. Et si je reviens sur est-ce qu'il y a des, je sais pas, tu peux me donner quelques noms? Enfin, c'est vrai que on a toujours cette tendance à penser finalement des grosses franchises comme Yquem ou comme Lafite. Oui, des grands noms, mais qui d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas les exclure dans les 40% de 40-45% de vins de Bordeaux. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant? C'est que aujourd'hui, ces marques-là que tu viens de citer ont une notoriété mondiale. Donc, il y a une garantie de revente et de, sans mauvais jeu de mots, de liquidité qui est importante sur ces vins-là. Alors, peut-être que les perspectives de valorisation sont pas les plus élevées, mais c'est la partie, je dirais, pour reprendre des termes patrimoniaux, c'est la partie père de famille d'un portefeuille vin. Après, c'est vrai que l'excitation et peut-être la perspective de valorisation un peu plus importante, on va aller la chercher dans des régions plus montantes. Je pense par exemple à la vallée de la Loire, tu citais la Loire, le Jura, sont des régions aujourd'hui très prisées, des amateurs pointus, et tout ça c'est porté par un phénomène qui est mondial aujourd'hui, qui est celui de la recherche de vins nature. Ce que j'allais dire, les vins bio, nature, les comment on appelle ça, il y a les biodynamiques, merci. Voilà, oui. Et nature. Alors ça aujourd'hui sont 3 phénomènes que d'ailleurs nous chez Ideal Wine nous suivons de très très près, hein, parce que c'est vraiment, ça fait partie de nos prismes biodynamie. En tout cas, c'est vraiment un prisme fort de choix pour toute la partie hors enchère de notre activité. Et c'est vrai que on voit qu'aujourd'hui il y a une tendance à boire moins, boire mieux,
et chercher vraiment des produits qui vont pas me faire de mal. Donc cette quête de vin, d'une viticulture la plus propre possible, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très importante. Après, il y a des débats sans fin parce que beaucoup de domaines qui refusent le bio parce que le bio autorise certains produits qu'on n'a pas envie de mettre, que certains viticulteurs n'ont pas envie de mettre dans leur sol, dans leur vigne, et pour autant des domaines qui ne revendiquent pas le bio travaillent de façon extrêmement raisonnée, propre, soucieuse de l'environnement. Donc ce sont des labels qui sont peut-être un petit peu compliqués à lire pour le consommateur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une quête de la qualité qui fait que aujourd'hui, ces vins sont recherchés. Alors après, il y a les vins nature. Et ces vins, pardon, ils sont recherchés, tu le dis, mais il y a potentiellement des investissements à faire là-dessus. Absolument. Ouais. Oui, absolument. C'est vraiment dans toutes les franges de nos clients, tous les pays, on sent que c'est vraiment une quête qui se répand. Et il n'y a pas un sujet sur le vieillissement, justement, aussi de ces vins-là? Alors, c'est un énorme sujet sur les vins de nature, les vins naturels qui sont produits sans soufre, hein, donc sans stabilisant, parce qu'on veut exprimer la qualité du fruit dans son expression la plus naturelle. Donc, ça comporte un risque, évidemment, parce que le vin va-t-il voyager, va-t-il se conserver? Ça, c'est un vrai sujet. Mais justement, c'est tellement exigeant que ça nécessite en fait d'avoir eu une attention extrême, aussi bien dans la conduite du vignoble que la propreté des chais, la façon dont on va vinifier sur toute la chaîne, parce qu'on peut potentiellement fusiller toute sa production. C'est tellement fragile, on n'a tellement pas de possibilité de rajouter, on s'interdit cette possibilité de rajouter des produits qui sont considérés comme des produits qui vont bloquer le vin, qui vont bloquer son évolution. Donc oui, c'est un sujet sur le vieillissement. Après, on a des domaines qui travaillent de façon très naturelle depuis toujours. Je pense justement dans la vallée de la Loire au Clos Rougeard, qui ne revendique aucune étiquette, ni bio, ni naturel, etc., mais qui, dans les faits, n'a jamais vraiment utilisé tous ces produits. Et les vins vieillissent de façon extraordinaire. Et la valorisation aussi des vins, elle est absolument incroyable. On récupérera éventuellement, on demandera, mais les liens, par exemple, sur Eddie One de ces vins, juste pour suivre et regarder un peu de quoi on parle. Absolument. Et est-ce que, alors si, admettons que je veuille rentrer un peu dans ce marché, moi j'ai déjà un peu de vin, mais finalement je le bois à peu près au fil de l'eau, et si demain je veux rentrer sur ce marché, je veux me dire je suis prêt à mettre, je sais pas, 200, 300 euros par mois, ou 200, mettons, pour commencer. C'est pas beaucoup parce que ça fait quoi, 2400 euros par an. C'est beaucoup et pas beaucoup, mais la question in fine, c'est est-ce qu'on peut investir sur des vins qui coûtent 15 euros la bouteille, ou c'est vraiment, faut vraiment monter à des prix minimum de 50, 60, 200? Alors, je pense qu'on peut parfaitement investir sur des vins dans ces niveaux de prix-là, puisqu'il y a encore des régions qui proposent des très très belles bouteilles. J'ai cité la vallée de la Loire, donc le Jura, la Savoie. C'est étonnant parce que c'est pas forcément l'image qu'on avait des vins de fondu ou de raclette, mais il y a vraiment de très très belles productions. Dans le sud-ouest, je pense à Cahors, qui est une appellation qui ne cesse de monter avec des producteurs vraiment extraordinairement qualitatifs. On est peut-être un peu au-dessus de 15 euros, mais en tout cas autour de 20 euros. Franchement, on a de très belles bouteilles. Donc après, en achetant des caisses, on peut commencer avec des caisses à 120 euros ou 150, 200, oui. En tout cas, voilà, d'accord. Sachant que dans la plupart des régions, on n'est pas tellement en caisse. Oui, d'accord. C'est assez bordelais et très bien, d'accord, Grand Bourgogne, comme Rhône aussi, comme concept. Dans les autres régions, on n'a pas forcément les moyens d'investir dans des caisses, mais peu importe, en fait, c'est vraiment pas un problème. Après, on a évoqué le sud, mais il y a de magnifiques vins qui en plus ont des capacités de garde extraordinaires, notamment je pense par exemple à Bandol, dans les vins rouges, il y a des vins qui vieillissent
admirablement. Et d'ailleurs, qu'il vaut mieux attendre plutôt que de les boire trop jeunes. Après, il y a l'Alsace, c'est vraiment aussi une région. Alors, c'est une région qui est difficile à comprendre, difficile à lire, parce qu'on a toujours du mal à évaluer. Et d'une année sur l'autre, le climat faisant, le taux de sucre dans les bouteilles va parfois poser problème. Donc, les vignerons alsaciens en sont bien conscients et sont de plus en plus communiquent de mieux en mieux sur justement ce qu'il y a à l'intérieur des bouteilles. Mais tu as des vins vraiment exceptionnels. J'ai découvert les vins d'Alsace ces dernières années. Surtout j'avais cette image du Gewürztraminer et du Riesling qui était très basique en fait, liquoreux ou sucré, etc. Puis on trouve même dans ces appellations des vins hyper secs qui ressemblent quasiment à des blancs de, je cherche le terme, mais pas des chablis ou des choses comme ça, enfin dans des univers assez proches. Minéralité. Ouais, minéralité. Oui, notamment dans les Riesling, effectivement, il y a des productions absolument magnifiques. Et là, pour le coup, ça c'est un terroir où la biodynamie peut être exercée de façon vraiment très efficace parce que le climat s'y prête. On a un climat continental, c'est beaucoup plus difficile de faire de la biodynamie à Bordeaux, par exemple, qui est un climat très humide, océanique, que dans ces zones plus continentales. T'as oublié quand même une grande région de vin, je crois qu'il faut le dire, la Corse. Ah, là, elle fait la grimace. Pas du tout. J'en reviens. D'accord. Et on a vraiment un intérêt très très fort pour les vins corses. Là aussi, il y a d'ailleurs des expériences en bio et en biodynamie qui sont extrêmement intéressantes. Il y a de très grands viticulteurs en Corse dans toutes les zones, que ce soit Patrimonio, Ajaccio. On a vraiment alors là c'est vraiment une zone qui est d'ailleurs identifiée dans notre baromètre annuel dans lequel on passe en revue toutes les grandes régions et celle-ci en fait clairement partie. Oui. C'est intéressant parce que donc ma famille est productrice de vin depuis très longtemps en Corse, mais pas de grands vins. Enfin, on a un domaine là-bas et enfin oui, ça s'appelle un domaine, mais en fait on travaille avec une coopérative. C'est vraiment quelque chose d'assez simple. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le mouvement. Tu t'en parlais tout à l'heure, hein, de la hausse de la qualité. Alors en Corse, mais dans toute la France et dans le monde entier, mais qui est probablement drivé par des parkers ou même le fait que le monde entier s'y mette, les Australiens, les Chiliens, on n'a pas parlé de toutes ces régions, mais qui font que en fait, dans les années 80 ou 70, en Corse, il y avait que de la piquette. Enfin très clairement, hein, c'était vraiment peut-être à une ou deux exceptions près. Et aujourd'hui, on trouve quand même beaucoup de vins de qualité, même dans des vins moyens, entre guillemets, très accessibles. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je trouve. Oui. Mais c'est-à-dire, je pense que peut-être le vin était destiné à une consommation essentiellement locale. Et là, aujourd'hui, on sent bien que les producteurs ont vraiment conscience et l'envie de produire de très belles choses, et aussi l'envie d'affirmer une vraie identité. Je pense à le producteur Jean-Charles Abatucci qui fait renaître des cépages autochtones traditionnels corses. Le Nielouch, vraiment, mais même au-delà, plein de cépages pour affirmer une identité très forte des vins qu'il produit, et du coup ça crée une singularité de ces vins par rapport à tout ce qu'on peut trouver ailleurs. On est à l'opposé absolu de la standardisation, et c'est absolument passionnant. Génial. Et ça a énormément de succès. On te demandera le lien aussi alors pour le boire celui-là. Très bien. Une toute dernière question sur tout ça. Il y a des effets starisation entre guillemets. Je pense à deux personnes, mais il y en a probablement beaucoup plus. On a Francis Ford Coppola qui était à fond sur le Zinfandel et qui a beaucoup aussi d'autres domaines. On a Brad Pitt, Angelina Jolie qui sont plus sur du rosé, des Miraval, etc. J'ai goûté les deux d'ailleurs, c'est pas si mal, hein, c'est pas mal. Mais est-ce que ça a des effets, je sais pas, qui pourraient être liés à de la rareté par rapport à du marketing, ou est-ce que vraiment on reste que sur le goût et est-ce que tu crois que si j'achète ce type de vin, je peux faire des affaires par exemple? Alors en tout cas, ces deux domaines bénéficient, ont mis tous les moyens pour produire de très bons vins. Ils n'ont pas juste accolé leur nom sur une étiquette d'un vin très moyen pour essayer de le faire vendre. Donc on n'est pas dans le marketing à tout prix de la personne et de son statut de star. Derrière Miraval, il y a
la famille Perrin qui produit de très grands vins à Châteauneuf-du-Pape. Coppola aussi est très accompagné par de grands œnologues, consultants, même sur place. Donc là, vraiment, de toute façon, il y a un vrai intérêt pour produire de la qualité. Après, c'est sûr que la notoriété mondiale des propriétaires fait que les vins sont positionnés à des niveaux de prix qui font que je ne sais pas si on peut attendre une immense valorisation à terme, court ou moyen terme de ces vins-là, mais en tout cas en termes de qualité, ça a été d'ailleurs très reconnu. Hein, le rosé de Miraval a obtenu une excellente note du magazine Wine Spectator aux États-Unis. C'est un vin, c'est un très joli rosé. Je confirme pas l'excellente note du magazine, je confirme qu'il a une excellente note de Mathieu Stéphanie. C'est déjà pas mal. C'est dire. Angélique, j'ai une dernière question pour toi. C'est quoi ta martingale à toi? Alors ma martingale, elle est extrêmement dangereuse parce que j'ai des tentations à peu près quotidiennes au fil au gré de mes découvertes et des vins sur lesquels je travaille parce que justement nous allons les mettre en avant. Donc je fais des découvertes quotidienne et j'ai envie de tout goûter. Donc ma martingale, elle part un petit peu dans toutes les régions. Si possible d'ailleurs dans les niveaux de prix que tu indiquais, entre 15 et 20 euros. Et là, j'en découvre tous les jours. Donc ma martingale, elle est vraiment... elle est totalement multirégion. C'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal aujourd'hui à acheter des vins de Bourgogne parce que je ne les trouve pas dans cette gamme de prix. Ouais. Donc je dois accepter d'aller un petit peu plus haut pour goûter des domaines auxquels j'ai vraiment envie d'accéder. Et je pense d'ailleurs à des domaines en biodynamie qui m'ont vraiment séduite. Non, ma martingale, elle consiste vraiment. C'est un petit peu ce que je disais au départ. C'est vraiment commencer par goûter, par apprendre, par lire, par se renseigner. J'ai vraiment ma martingale, elle est surtout pas de s'arrêter sur la notoriété d'une région, d'un nom, d'une appellation, mais plus, et ça je l'ai identifié depuis des années, c'est que dans chaque région, dans chaque appellation, y compris les moins renommées, il y a souvent une tête de pont, un viticulteur un peu brillant, voire qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus, qui a tracé la voie, qui a fait émerger son appellation. Je parlais tout à l'heure du Clos Rougeard, qui a fait émerger Saumur-Champigny. Il y a des producteurs fantastiques qui ont fait émerger des vins du Muscadet, qui a priori n'étaient pas des vins dont le simple nom n'évoquait pas une qualité extraordinaire. Et en fait, dans toutes ces régions, ces producteurs fantastiques ont ouvert la voie aux autres viticulteurs, ont permis de sortir ces appellations parfois de l'impasse dans laquelle elles étaient en termes de prix, et ont permis en fait de faire émerger des niveaux de prix un petit peu plus élevés qui ont fait que la qualité ensuite est venue. Tu parlais de la Corse, mais c'est le cas un petit peu partout. C'est-à-dire que comme la notoriété vient, les prix des vins s'apprécient et du coup les viticulteurs ont les moyens d'investir pour faire encore mieux. D'accord. Et donc moi, ma martingale, elle consiste à aller regarder tous ceux qui suivent les stars pour identifier dans chacune de ces régions ceux qui sont vraiment en train de se donner un mal de chien pour faire de très beaux vins. Je suis en train d'exploser le temps que je m'étais donné, que je nous étais donné. Alors, j'ai quand même deux toutes petites questions. Est-ce qu'il est possible, alors c'est peut-être des choses que vous proposez, mais moi je me dis j'aimerais bien éventuellement, tu vois, sur une partie de ces vins, me dire j'achète, alors je parle en caisse, mais X bouteilles, j'achète, mettons... allez, on a parlé de 15 mettons 20 euros, j'achète 100 bouteilles par an, qui sont pour de la... Alors je sais que les endroits, à ici les Moulineaux ou des endroits comme ça, mais de très bons lieux de stockage. Je peux les faire juste livrer là-bas, Absolument. Ils se débrouillent, je paye un prix par bouteille par an, c'est ça? Ils les filment aussi, ils font tout ça ou... Alors ça, c'est vraiment un très très bon conseil à donner à ceux qui n'auraient pas de cave chez eux. Ou pas envie de s'en occuper parce que c'est un peu relou aussi. C'est qu'il y a vraiment d'excellents prestataires, effectivement, tout autour de Paris, qui se chargent
de ça, auprès desquels on peut faire livrer les vins qui les conservent dans les meilleures conditions. Et puis là, en termes de sécurité, on est vraiment parfaitement assuré de pas avoir de problème. Oui, bien sûr, c'est Ça coûte cher. Très très. Alors c'est variable en fonction on peut louer des espaces qui sont mutualisés, où on peut avoir son espace, on recrée sa petite cave à l'intérieur de ces endroits avec un accès. On a vraiment l'impression de rentrer dans sa cave. C'est pas donné parce que justement ça inclut tout cet aspect de sécurisation, mais c'est parfait. Soit si on n'a pas les moyens de garder ses vins, ou si on habite l'étranger, c'est vraiment un excellent moyen. Il y a une dernière région que j'ai pas citée, dans laquelle moi-même j'achète, je découvre plein de merveilles, c'est le Languedoc et le Roussillon, qui vraiment doit pas du tout être écarté, parce que là on a des grands vins et en plus des vins de garde. Donc Et je voudrais quand même évoquer un phénomène, je sais pas si c'est un concurrent ou si c'est un Vivino, qui est quand même quelque chose moi que j'utilise à mort, parce que justement pour garder, je pense que c'est forcément complémentaire à ce que vous faites, mais je l'utilise à fond parce qu'avant je photographiais mes bouteilles, et puis je perdais ces photos, enfin les bouteilles que je goûtais, je me les envoyais par email et je mettais une note sur 5, tu vois. Oui. Et donc après j'ai découvert Vivino, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça m'aide beaucoup à savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je teste dans les restos. Ça m'aide à choisir en amont, en regardant les notes, parce que quand même t'as une note à 3 sur 5, t'achètes pas, enfin tu vois. Et voilà, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Je pense que tous les outils qui permettent d'affiner ses connaissances sont précieux, sont vraiment importants à avoir et à exploiter. Après, la note elle-même, je trouve que là, on rentre dans quelque chose qui est à la fois très subjectif et finalement qui est assez normé. Moi, j'ai rarement vu des notes. Je trouve que souvent on est entre 3 et 4 dans tous les vins en tout cas tous les vins que j'ai pu photographier. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est effectivement ça entretient la mémoire aussi. Ça permet d'affiner ses goûts et de savoir, oui, j'ai aimé tel vin. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète qui va ressembler à ce vin-là? C'est vrai que ça, c'est quelque chose. Là, on arrive dans des sujets d'intelligence artificielle sur lesquels nous-mêmes nous travaillons chez Ideal Wine pour proposer des vins qui sont similaires, ou en tout cas qui ont des caractéristiques communes à un vin que tu as aimé, que tu as photographié et que tu as dans ta cave. Donc il y a un certain nombre d'outils qui permettent de rapprocher ces vins que tu as aimés pour en retrouver d'autres et élargir un petit peu le spectre de ce que tu vas mettre dans ta cave. Merci Angélique. Le problème du vin, c'est qu'on peut en parler des heures, des années, voilà, ça fait presque 20 ans que t'en parles, hein. Angélique de Langzin, donc Ideal Wine, donc c'est idealwine.com. Donc regardez tout ça. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi Mathieu. Et puis je vous dis à tous, si vous avez, alors n'oubliez pas que le vin, par rapport à tout ce dont on a parlé, c'est quand même quelque chose qui, au pire, si tout s'effondre, vous pourrez toujours le boire. Ça, c'est l'ultime consolation, et c'est là où c'est peut-être mieux que la blockchain. Après, c'est important d'avoir aussi un peu d'immobilier, parce que pour pouvoir boire son vin dans de bonnes conditions, c'est bien d'être sous un toit. Donc au moins tout ça se complète. Si vous aimez ce podcast, que vous êtes encore là après, normalement on essaie d'être plutôt entre 30-40 minutes, là on a tout explosé, mais si vous êtes encore là après 1 heure presque, eh bien je vous remercie de le noter 5 étoiles, de le partager aux personnes qui sont intéressées par le vin aujourd'hui. 5 étoiles sur iTunes, c'est important, parce que 4 étoiles c'est pas une super note, 5 étoiles c'est une super note. Si vous voulez pas le noter, le notez pas, et laissez un petit commentaire avec, partagez autour de vous. Je vous remercie, il part très fort ce podcast, on est vraiment ravis d'aller aussi vite avec vous. N'hésitez pas, un des prochains épisodes que j'aimerais faire sur quelque chose qu'on peut consommer aussi, si jamais on le revend pas, c'est le cannabis, mais c'est illégal en France, donc du coup on va faire, là je vois Angélique qui est au secours. Non, mais il se trouve qu'il y a des investisseurs, j'ai découvert ça, qui investissent dans le cannabis. Alors il y a des tas de problématiques justement légales, si vous en avez autour de vous, ça m'intéresse, donc notamment aux États-Unis et au Canada, je crois. Il y a tout un trading qui se fait autour de ça, et j'aimerais avoir un peu creuser un peu le sujet. Je vous dis à tous à très bientôt, et merci d'écouter La Martingale.
Merci d'avoir écouté La Martingale. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io. Si vous trouvez 2 minutes, merci également de lui donner 5 étoiles sur iTunes si vous êtes sur un environnement Apple. C'est important pour faire émerger ce podcast dans les classements. Nous revenons dans 15 jours avec un nouvel épisode. Je tiens à remercier particulièrement OTA Capital, sans qui ce podcast n'aurait pas été possible. N'hésitez pas à faire un premier rendez-vous avec OTA Capital et à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pourrez les contacter directement sur leur site internet ou sur le mail lamartingale@ota-capital.com. Ce podcast est produit par Cosa Vostra. Je remercie toutes les équipes de production, en particulier Camille, Fatma et Dalanda.